webinaire de l'année avec Sarah et nos invités Yasmine et Guillaume. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. aujourd'hui, Bonjour. comme c'est un casse-tête pour tout le monde, on a voulu revenir sur la réglementation qui évolue. Sarah, ça évolue pas tous les trimestres, ça évolue à peu près quotidiennement, non? Toutes les semaines, oui. On s'amuse, on a des nouvelles découvertes chaque semaine, effectivement, en ce moment. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, on a eu Guillaume il y a presque un an à nos côtés. Et bonne nouvelle, on ne va pas du tout se raconter la même chose au bout d'un an. Donc, ça a beaucoup bougé, effectivement. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça bouge beaucoup. Et donc, on va voir de la réglementation, on va voir les différentes dates d'exécution. Pour ma part, je vous ferai un petit récap du marché actuel, vous faire un retour sur ce qui est en train de se passer à l'échelle européenne et surtout le niveau de maturité des différents acteurs qu'on a pu éprouver. Voilà. Et donc, on va pouvoir démarrer avec la présentation de nos invités. Alors, Sarah, je vais te laisser introduire. Yasmine et Guillaume, qu'on ne présente plus finalement, Guillaume. Donc, Sarah, je te laisse prendre la suite. Avec plaisir, merci. Mm. Merci Hugo. Je vais même passer la balle directement à Yasmine. C'est son premier webinaire avec nous. Donc Yasmine, si tu veux nous dire quelques mots, nous parler un petit peu de toi et nous raconter pourquoi tu es avec nous aujourd'hui finalement. Exactement. Déjà, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la finance. J'ai été RCCI pendant 14 ans en société de gestion. Après, j'étais responsable des projets réglementaires chez Natixis. Et depuis un an, j'ai monté mon cabinet de conseil en conformité. Et je suis également ambassadrice des AFR. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, tout ce qui est finance responsable, c'est un de mes dadas. Et donc, quand Sarah m'a proposé d'intervenir sur la réglementation et pour le compte des AFR, je me suis dit, allez, let's go. Donc, voilà. Merci beaucoup Yasmine. Et effectivement, notre deuxième invité aujourd'hui, que l'on connaît déjà, puisque Guillaume était avec nous pour le premier webinaire de l'année 2021, où on avait aussi parlé de réglementation. Guillaume, je te laisse te présenter. Absolument, c'était avec Québec. Moi, je suis également ravi d'être parmi vous. Donc, je me présente. Donc, Guillaume, je suis leader chez OnePoint, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en transformation technologique. Et pour ma part, j'accompagne des acteurs du secteur de la gestion d'actifs, de la banque privée, de la BFI, dans leur transformation, et notamment sur les projets réglementaires et sur les projets qui ont un lien avec les thématiques ESG. Et comme tu le rappelais, en tant qu'ambassadeur enthousiaste des acteurs de la finance responsable, j'ai eu l'honneur de participer avec Kim Nguyen au premier webinaire de l'année, justement sur les réglementations ESG. Et c'est avec très grand plaisir que j'ai répondu à nouveau à votre invitation, Sarah et Hugo. Donc, merci à vous deux. Merci Merci beaucoup à vous. Guillaume. Et peut-être Hugo, quelques mots quand même, parce que tu vas nous parler un petit peu du marché après, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Ah oui, Non. Bon, non. Non. Non, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis associé et directeur commercial et des partenariats chez Scaleris. Donc, je travaille beaucoup avec les fournisseurs de données extra-financières et je lead une équipe sales et marketing sur les sujets de la finance durable à l'échelle européenne. Donc, on target principalement la France et le Benelux, l'Allemagne et les UK. Voilà. Et donc, Scaleris, pour résumer, est un SaaS qui permet d'automatiser la gestion des données ESG, de la donnée brute au référentiel, en passant par le calcul des indicateurs et les reporting. Reporting, d'ailleurs, que nous travaillions avec toi, Sarah. Reporting, alors on va en parler un peu, avec l'article 8, 9, l'article 29, etc. Voilà. Plein de choses, effectivement. En attendant les autres.
En attendant les En autres. attendant, évidemment, il y en aura sûrement d'autres d'ici peu de temps. Donc effectivement, oui, j'ai la chance, moi, de mon côté, d'avoir à la fois la casquette de secrétaire générale des acteurs de la finance responsable. J'accompagne notre présidente Olivia dans le développement de la structure et dans tout un tas de très beaux projets. Et de l'autre côté, j'ai une casquette de consultante. Et c'est dans ce cadre-là que j'accompagne Scale Risk sur le développement de cette branche ESG, toute cette partie métier, finalement, comment on répond aux besoins des acteurs de terrain en essayant d'être au plus proche de leur quotidien. Voilà un peu le double défi, et c'est dans ce grand mélange qu'on a décidé il y a maintenant presque 1 an et demi de commencer cette série de webinaires. Je crois que c'était presque à la même période en 2020 ou en 2019. Et en tout cas, l'idée finalement, pour nous, c'est de parler de 2 choses principales. La partie réglementaire, parce que l'Union européenne nous a offert un panel de réglementation ces dernières années qui a de quoi surprendre et qui nécessite énormément de réflexion, parce que les dates changent régulièrement, parce que les règles changent régulièrement, parce que beaucoup d'acteurs ne sont pas encore tout à fait à l'aise. Donc l'idée de ces événements mensuels, c'est chaque mois d'en parler, de voir les évolutions qu'il y a eu, de pouvoir aussi poser des questions, réfléchir. C'est pour ça que j'invite tous nos participants dans le chat à poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra en deuxième partie de webinaire. C'est toujours ça le rythme. On se fait 30 minutes, un petit peu de présentation avec nos invités, et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas. On essaye d'en traiter le maximum chaque mois. Et puis, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, maintenant qu'on s'est dit tout ça. Parce que une précision aussi pour nos bien sûr, auditeurs, et surtout pour les AFR, ce n'est que partie remise. Effectivement, on avait quelque chose à fêter normalement aujourd'hui. Ça s'est un peu loupé, effectivement. On avait notre soirée de Noël qui était prévue pour ce soir, et qui, malheureusement, du fait des contraintes sanitaires et des risques de faire la fête à quelques jours des fêtes de Noël, et bien du coup, c'est reporté. On n'a pas encore de date, mais on espère vous accueillir tous ensemble en janvier. Ce sera, si tout se passe bien, comme on l'avait prévu au départ, dans les locaux de Scale Risk, donc rue Chapon, dans le centre de Paris, pas très loin du centre Georges Pompidou. Et voilà, l'idée sera de se retrouver dès que c'est un petit peu plus facile. On pourra repasser un peu de temps ensemble pour réseauter et puis discuter de tous ces terribles sujets réglementaires. On aura encore des choses à se raconter. Hugo, peut-être qu'on va te laisser maintenant la parole, puisque une fois n'est pas coutume, tu vas nous dire quelques mots sur l'état du marché, sur ce que tu entends de la part des asset managers, comment ils vivent tout ça, quels sont leurs enjeux, leurs contraintes. Et comme tu es à leur côté quasiment tous les jours, tu es peut-être le mieux placé pour nous en parler. Oui, merci Sarah. L'idée, c'était de vous faire un petit panel un peu de ce qu'on avait pu observer, nous, avec l'équipe cette année, parce que on a rencontré à peu près 250 asset managers en Europe cette année, tout type de maturité, tout type de taille. Et j'ai voulu sortir et vous sortir des éléments un peu de marché, des éléments de contexte, pour que vous ayez un peu une vision de ce qui est en train de se passer. Et donc 4500 acteurs en Europe, donc il y a 4500 asset managers, pour ceux qui ne le savent pas, sur le continent. La grande majorité sont au UK, ça représente quasiment 25% de ce marché. Les 2 objectifs de l'intégralité des AM qu'on a pu voir, et j'enfonce des portes ouvertes, vous êtes au cœur du sujet, mais ce sont les sujets business et réglementaire. Business, éviter la décollecte. Réglementaire, s'adapter à la pluie de réglementation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'en avez pas forcément la perception, mais ce qui nous a fait accélérer très fortement cette année, c'est paradoxalement pas du tout le réglementaire, mais c'est le business. Et en fait, les deals qu'on a pu faire cette année étaient plutôt liés à des asset managers qui nous disaient, en fait, on a des demandes d'article 8, etc. Si on n'est pas compliant, on va avoir de la décollecte à hauteur de X millions. Et donc, il faut qu'on aille très, très vite. Et en fait, c'est ça qui drive le marché des plateformes ESG en ce moment. Donc, un niveau de maturité variable, on a pu un peu segmenter. Aujourd'hui, on a vu 3 types de configurations, et à 95%, on est dans celle-ci. C'est soit des petits acteurs qui en sont à l'ébauche d'une stratégie et qui se posent des questions. Et en l'occurrence, Yasmine, Sarah, vous en aidez un certain nombre. Et donc là, pour cela, en général, il n'y a pas encore de fournisseur de données extra-financière de choisi, il n'y a pas une stratégie claire, et on tâtonne, on se pose des questions.
Donc ça, c'est une majorité du marché, clairement. Ensuite, il y a un niveau de maturité plus avancé qui est on a déjà un fournisseur extra-financier. Et ça, finalement, c'est pas la majorité, mais déjà, c'est un travail qui est fait. Ça veut dire qu'il y a eu une analyse, etc. Et donc, en général, un début de stratégie. Et puis, la maturité la plus avancée, évidemment, c'est on sait déjà quels fonds seront article 8, article 9. On sait déjà quels fournisseurs de données on utilise. On les met en concurrence et on automatise la chaîne. En tout cas, on commence à l'automatiser, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu sur le marché à ce stade des chaînes, même chez les gros, intégralement automatiques. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et surtout, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que on a eu une évolution. Avant, on était sur un Big Bang où on voulait tout faire en même temps, stratégie, choisir le fournisseur et faire le reporting automatique. Aujourd'hui, c'est vraiment, ce qu'on peut voir, quelque chose de séquencé. On définit la stratégie, on choisit son fournisseur, on automatise. Et donc, pour finir cette courte présentation du marché, les 3 stratégies qu'on voit, c'est assez simple. Hein. C'est soit on est sur un petit acteur avec un AUM inférieur à 1,5 milliard, inférieur à 4 milliards, avec 4 ou 5 fonds. Et ça commence déjà à devenir compliqué avec un temps partiel d'un interne ou d'un stagiaire, mais ça peut fonctionner dans un certain nombre de cas. Sinon, une partie importante passe par des cabinets de conseil, évidemment, pour se faire accompagner. Et pour finir, certaines des sociétés qui sont à un niveau de maturité avancé s'équipent de logiciels pour externaliser finalement ce sujet ESG. Et une fois que le fournisseur de données est choisi, que la stratégie est en place, en fait, tout ça n'est plus que de la manipulation de données. Et donc, les plateformes, à ce stade, ont tout leur sens. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur le sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de l'année. Et je termine en disant que, justement, nous, on a segmenté la gamme en faisant une gamme pour les tout petits acteurs, les acteurs de taille moyenne et les grands acteurs. Voilà. Voilà, Sarah. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup, Hugo, c'est parfait. Et donc, effectivement, c'est intéressant parce que, en parlant du marché, tu mets finalement en lumière le sujet qui va nous concerner aujourd'hui, c'est-à-dire que la réglementation, c'est à la fois un sujet de data, parce qu'il va falloir obtenir cette information, qu'elle soit qualitative, qu'elle soit bien retraitée. C'est à la fois un sujet de reporting, et le reporting, ça prend du temps sans automatisation. Et c'est à la fois un sujet de conseil, puisque avec la vitesse à laquelle les réglementations évoluent, c'est toutes les semaines une nouvelle chose à se raconter. Et justement, Guillaume, tu nous as fait le plaisir de nous préparer une slide extrêmement indigeste, on va le dire comme ça, qui va nous raconter un petit peu ce calendrier, parfois les incohérences qu'il peut avoir. Et c'est peut-être le moment synthétique de refaire un tour d'horizon de ce qu'il faut prévoir pour 2022 et 2023. Absolument, Sarah. C'est un parti pris parce qu'on s'est dit, voilà, en guise de contexte, on s'est attaché à positionner les principaux jalons des réglementations ESG sur cette frise chronologique. Et force est de constater que le résultat est assez indigeste, difficilement lisible. On est même un peu à la limite du test d'acuité visuelle, mais je pense que c'est une très bonne illustration à la fois du foisonnement et de l'enchevêtrement des dates. Hein. Donc les échéances sont nombreuses et elles sont changeantes. Alors nombreuses parce que le dispositif du plan d'action européen de la finance durable arrive dans une phase critique. On voit bien qu'on a des publications qui s'accélèrent. Rien qu'au cours des dernières semaines, on a eu donc les normes techniques, hein, donc les fameux RTS de SFDR le 22 octobre. On a eu les 350 pages des actes délégués de taxonomie début décembre. Elles sont changeantes également. On a tous suivi que l'entrée en application des RTS SFDR avait été repoussée au 1er janvier 2023 en raison de la complexité même de la réglementation qui nécessite un temps d'analyse plus long. Voilà, tout ça pour dire que c'est difficile de s'y retrouver et surtout c'est difficile de définir les bonnes priorités. Récemment, les projecteurs ont été braqués sur SFDR avec je le rappelle, la publication récente des RTS, alors qu'en fait, les prochains rendez-vous réglementaires, si on y regarde bien, vont davantage concerner l'article 29 de la loi énergie-climat
à compter du mois de juin, et puis MiFID en août et en novembre, comme Yasmine va nous le détailler juste après. Mais avant cela, j'aimerais juste prendre un moment pour justement, comme tu le soulignais, mettre en évidence la complexité de ce contexte à travers quelques exemples concrets, d'une part du désalignement des calendriers réglementaires, SFDR, taxonomie, mais également MiFID, et puis des divergences de définition et de concepts, notamment en ce qui concerne la durabilité. Alors, taxonomie, SFDR et MiFID sont désalignés et incohérents. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Eurosif, comme vous pouvez le lire sur la slide. Pour donner voilà, 2 illustrations hein, concernant le calendrier, par exemple. On voit bien qu'on a une obligation pour les produits SFDR classés articles 8 et 9 de publier leur alignement taxonomique, en tout cas en lien avec les 2 premiers objectifs, et ce, dès le 1er janvier 2022, alors que les templates des documents précontractuels n'entrent en vigueur qu'en 2023. Donc ça, c'est un premier problème, un premier sujet. Deuxième cas et deuxième illustration, les préférences clients en matière de durabilité au sens de MiFID sont à prendre en compte à compter du 2 août 2022. Alors qu'on sait très bien que les informations relatives à l'alignement taxonomique ne seront pas toutes disponibles, donc il ne sera pas possible dès 2022 notamment de rentrer dans le détail des attentes clients en termes de PAI, car ces informations ne seront pas encore communiquées par les entreprises. Donc voilà, on voit bien qu'il y a ces deux exemples matérialisent des incohérences, ou à tout le moins des désalignements des calendriers. Ensuite, si j'en viens aux questions de définition de la durabilité, ce qu'on peut dire de manière globale, c'est qu'SFDR est globalement moins restrictif. À titre d'exemple, si on compare avec taxonomie, à la différence de taxonomie, SFDR va considérer comme durables des investissements qui sont réalisés notamment dans des activités durables, mais qui sont en lien avec des objectifs environnementaux de la taxonomie pour lesquels les RTS n'ont pas encore été publiés. Hein, donc là, je fais référence aux 4 objectifs non climatiques, mais également dans des activités sociales, hein, parce que à date, il n'y a pas encore de taxonomie sociale. Et puis également dans les activités qui sont éligibles à la taxonomie, mais qui ne sont pas encore alignées. Et on peut faire le même constat si on regarde SFDR par rapport à MiFID, puisque SFDR et MiFID ont des approches qui diffèrent, notamment au regard des produits classés article 8. Alors on sait que c'est une catégorie qui est très, très ouverte, à l'inverse des produits classés article 9 qui est beaucoup plus exigeante. Hein. Au sens de SFDR, un fonds est considéré comme durable s'il promeut au sens large les caractéristiques environnementales et sociales. En revanche, au sens de MiFID, un fonds va être considéré comme durable si soit il poursuit un objectif d'investissement durable, ou soit il prend en compte des PAI de ses activités. Donc, tout ça veut dire que la promotion au sens large des caractéristiques environnementales et sociales, ça n'est pas suffisant. Un produit doit également prendre en compte les externalités négatives. Donc, on peut très bien avoir un produit qui a le article 8 au sens de SFDR qui n'est pas durable au sens de MiFID. Et finalement, tout ça, in fine, je pense que ça va avoir tendance, on pourra en reparler, mais je pense que ça va avoir tendance les sociétés à pousser les sociétés de gestion justement à privilégier les fonds article 9 et d'essayer de pousser leur gamme dans ce sens-là. Après, il faut être vigilant parce que on sait tous que ces classifications, c'est des classifications, enfin, ce sont des auto-classifications. Il ne faut pas qu'elles soient dévoyées, il ne faut pas les présenter non plus comme des certifications. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. C'est parfait. Effectivement, ça résume assez bien la situation dans laquelle on se trouve, les contresens en termes de langage. On en a parlé beaucoup avec Yasmine ces derniers mois quand on travaillait ensemble sur la partie RTS d'octobre. Et c'est vrai que voilà, les contresens sont nombreux, les dates sont mouvantes, c'est assez complexe. Et donc voilà,
grande vigilance et probablement voilà, un support avec des gens qui travaillent beaucoup sur ces sujets et régulièrement nécessaires. Et justement, un sujet dont on a peu parlé finalement, tout le spectre, tous les échanges se sont tournés vers SFDR, mais finalement, avec ces mouvements de date, le prochain rendez-vous, c'est pas forcément ce SFDR, mais c'est plutôt MiFID. Et Yasmine, on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour nous en dire un petit peu plus sur ces nouvelles obligations et comment elles vont complètement impacter finalement la façon dont on travaille. Alors, tu as ton micro qui est coupé, Yasmine, on ne t'entend pas. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, MiFID II est rentré en vigueur le 3 janvier 2018. Donc, on a l'habitude maintenant de ce que c'est que MiFID II. Mais justement, MiFID II, c'est pour la protection des clients. C'est bien d'avoir des réglementations SFDR, taxonomie, mais au final, c'est pour vendre le produit. Et donc, MiFID II a été modifié afin de prendre en compte tout ce qui est la finance responsable, la finance durable, dans l'approche client. Donc, la première modification qui rentre en vigueur le 2 août va concerner principalement les distributeurs de produits, les conseillers financiers, puisqu'ils vont avoir une exigence, mais aussi toutes les sociétés de gestion, c'est de prendre en compte en matière de durabilité, dans leur organisation et la gouvernance, l'ensemble des activités qu'ils font en termes de finances durables. Ça rejoint déjà ce qui est obligatoire au sens de SFDR. Donc là-dessus, on pourra considérer qu'on est à peu près en conformité dès lors qu'on a déjà pris en compte et déjà mis à disposition cette politique. En termes de gestion des risques, pareil, il y a une prise en compte des risques en matière de durabilité dans les politiques et les procédures. Une fois de plus, c'est ce qui était déjà demandé et rentré en vigueur en 2021 pour SFDR. Les deux grosses nouveautés sur lesquelles il va falloir vraiment travailler, puisqu'à aujourd'hui, on s'était plus concentré sur taxonomie et SFDR, c'est la commercialisation. Donc là-dessus, on demande aux commercialisateurs d'informer le client sur les facteurs durables des produits. Donc comment il va le faire ? Il doit récupérer l'objectif de ses clients. Et là-dessus, c'est le test d'adéquation va devoir être modifié afin de formaliser l'intérêt du client sur des produits dits d'investissement durable. Comme l'a dit justement Guillaume tout à l'heure, il faudra faire très attention puisque en matière d'investissement durable, il n'y a pas d'alignement entre la définition SFDR et MiFID II. C'est un peu plus complexe en MiFID II. Donc, dans le test d'adéquation, le commercialisateur va devoir demander à son client 3 informations. Donc, ça sera dans l'objectif du client. La première, c'est de lui donner une proportion minimum d'instruments financiers qui investissent dans un investissement durable sur le plan environnemental au sens de la taxonomie. Ça veut dire un article 9 aligné à la taxonomie, sachant qu'aujourd'hui, on n'a que les deux premiers objectifs de définis. Le deuxième point qu'il va devoir ajouter et demander à son client, c'est la proportion minimum d'instruments financiers qui investit dans un investissement durable au sens d'SFDR. Donc là, ça sera un peu plus simple puisque c'est article 9. Tous les articles 9 pourront rentrer dans cette proportion. Et le troisième point, c'est les instruments financiers qui prennent en compte les principales incidences négatives, donc les PAI. Au départ, on pensait que ça allait être tous les articles 8. Or, dans les articles 8, vous avez des articles 8 qui prennent en compte les PAI et d'autres qui ne prennent pas en compte. Le distributeur, comment il va avoir cette information ? Eh bien, au départ, c'était assez simple si on n'avait pas bougé les calendriers. Et encore, on est content que la SFDR soit repoussée, puisque dans la documentation précontractuelle, sur la deuxième page, il est indiqué clairement est-ce que ce produit prend en compte les PAI, oui ou non. Donc, l'information était assez accessible. Or, ce document rentre en vigueur simplement à partir du 1er janvier 2023. Donc, en août, les distributeurs devront regarder les prospectus pour vérifier
si cet article 8 prend en compte ces PAI ou pas. Et en plus, il va devoir aussi donner des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les PAI. Et ça, ce n'est pas dans le prospectus, c'est obligatoirement dans le document précontractuel ou dans le rapport annuel. Donc, on voit que le report de SFDR d'un an va en fait pénaliser les distributeurs, puisque eux, à aujourd'hui en tout cas, la réglementation MIF 2 n'est pas reportée. Donc, dès août 2022, ils vont devoir informer leurs clients sur des produits pour lesquels ils n'ont pas encore d'informations claires de la société de gestion, par exemple. Donc, ça va être complexifié. Et le point le plus important, c'est entre nous, on sait ce que c'est qu'un investissement durable, des PAI. Les particuliers, les personnes qui sont les moins averties, il faudra leur faire une pédagogie pour déjà leur expliquer ce que ça veut dire. Parce que récupérer cette information sur la proportion qu'ils veulent d'investissement durable, il faut déjà leur expliquer ce que c'est qu'un investissement durable. Aligné à la taxonomie, on n'en parle même plus. Ils sont déjà déconnectés. Donc, il y a toute une pédagogie, donc il y a 8 mois pour commencer à établir des questionnaires préalables, des documents pour prévenir le client sur ce qu'on va lui attendre de lui à partir de maintenant, à partir d'août, et ce que ça veut dire exactement. Ça va être voilà, une pédagogie, ça sera sûrement dans le temps, et puis on verra. Le deuxième point qui est modifié de MiFID, c'est la Product Governance. Là, ça rentre en vigueur simplement le 22 novembre 2022. Pourquoi je dis simplement, c'est que le distributeur, normalement, dans MiFID 2, on dit bien qu'il doit récupérer l'information du client, le profil client, donc le type de client, la connaissance, l'expérience, la tolérance au risque, son besoin et ses objectifs, donc là, c'est les pourcentages qu'on a dit, et doit le matcher avec la cible client, cible marché du produit. Or, à aujourd'hui, la gouvernance produit n'impose pas encore d'avoir l'investissement durable sur le plan environnemental, durable ou les PAI dans cette cible client. Ce qui fait que le marché cible n'étant pas encore assez bien défini, le distributeur, au mois d'août, il va devoir le faire tout seul. En novembre, heureusement, les producteurs vont devoir rentrer dans leur marché cible obligatoirement ces informations qu'ils vont diffuser après au distributeur. Et le distributeur, lui, définira son marché cible en prenant compte de ces facteurs de durabilité, ce qui lui permettra de les proposer, lorsqu'il proposera à ses clients ces produits, d'avoir toute l'information, en plus revérifiée par le producteur. Au fil de l'eau, lorsqu'il aura des informations, des remarques de ses clients, il pourra les reporter au producteur. Et de toute façon, obligatoirement annuellement, il doit informer le producteur, mais c'était déjà dans MiFID 2, sur les ventes de produits, quel que soit l'objectif et le besoin. Il devait informer le client, le producteur. Maintenant, il faudra aussi qu'il donne des informations sur les produits durables. Et ces informations seront nécessaires pour le producteur pour réexaminer la cible, le marché cible du produit. Parce que s'il y a eu différentes remarques comme quoi le client disait ce produit, vous dites qu'il est article 8, mais voici, j'ai tel exemple, je considère que ce n'est pas article 8. Potentiellement, le producteur devra réanalyser est-ce que c'est clairement un article 8 ? Qu'est-ce qui manque pour vraiment satisfaire les besoins des clients ? Donc ça, c'est les 2 grosses modifications de MiFID 2 qui rentrent en vigueur en 2022 avec beaucoup de pédagogie au niveau du client pour les informer sur toutes ces réglementations, parce qu'une fois de plus, même en étant dans le secteur financier, pour nous, parfois, c'est compliqué de comprendre. Donc, pour monsieur et madame tout le monde, ça va être encore plus compliqué et c'est eux qui vont faire appel à du conseil. Ce n'est pas les personnes très averties qui vont avoir besoin de conseils, c'est vraiment ces personnes-là. Merci beaucoup, Yasmine.
C'était très enrichissant et effectivement, au-delà de la question de l'accompagnement de monsieur tout le monde qui va avoir besoin d'énormément de pédagogie, c'est aussi accompagner tous les CGP, les commerciaux qui sont pas forcément eux-mêmes formés à ces sujets. Donc, voilà, on a pas mal d'échelons finalement dans les structures et dans la finance qui vont devoir monter en compétences pendant ces prochains mois pour être au rendez-vous. En tout cas, tant que la date n'est pas décalée. Après, on surveille, il y aura peut-être des changements. Mais pour le moment, voilà, avec le calendrier qu'on a, c'est l'un des principaux défis que de commencer à travailler sur tous ces sujets. Et peut-être pour continuer, en parlant de défis, la prochaine date qui va nous tomber dessus, et il ne nous reste que 14 jours pour pouvoir annoncer le démarrage, c'est l'article 29 qui nous donnera des obligations qui vont nous emmener jusqu'en juin de l'année prochaine. Mais Guillaume, je vais te laisser la suite pour nous en parler et nous dire quelles obligations, comment et avec quel calendrier sur l'article 29. Ouais, très volontiers. Non, en fait, c'est un peu plus que 14 jours puisque le reporting est attendu dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Donc, on a encore un peu de temps pour souffler. Alors peut-être un mot hein, en guise d'introduction sur ce décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat hein, qui a été publié en mai dernier. Alors, il a pour objectif de clarifier et de renforcer le cadre de transparence extra-financière. Et en cela, il s'inscrit dans la parfaite continuité de l'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc il doit à la fois se conformer au nouveau cadre européen de la finance durable et en même temps permettre, à la France de conserver cette avance acquise grâce à l'article 173 justement dans le domaine, des obligations, de reporting des investisseurs. Ce qu'on peut dire, c'est que, il se caractérise par, 4 grandes, avancées. La première, je commencerai par ça, c'est la création d'une obligation de reporting sur la biodiversité et qui va être effective dès 2022. Donc, à l'instar de ce qui avait été fait par l'article 173, qui avait créé une obligation, de reporting sur les risques climatiques, eh bien, les investisseurs vont devoir, se conformer à de nouvelles exigences sur la biodiversité et donc dès cette année, mesurer leur alignement avec les objectifs de la convention, sur la diversité biologique d'une part, mais également analyser la contribution de leur portefeuille, à la réduction des principales pressions sur la biodiversité, telles que définies par, l'IPBES. 2e avancée, principale, bah, c'est le renforcement des obligations, liées au reporting climatique. Bon, on a constaté avec l'application de l'article 173 une très forte, hétérogénéité des méthodologies et des données, d'émissions. Et donc l'article 29 va, dans le détail, préciser ce qui est attendu en termes, d'alignement avec les objectifs de température de l'accord de Paris. Et donc ça se traduit notamment par le fait que les investisseurs doivent indiquer, les objectifs quantitatifs à horizon, 2030, comprenant notamment les gaz, enfin les émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, hein, en valeur absolue ou en intensité par rapport à un scénario, et une année de référence. Et ils devront également revoir ces objectifs quantitatifs, tous les 5 ans et ce jusqu'à, 2050. Sur le plan, méthodologique, il y a de nombreuses exigences qui sont posées, au-delà de l'approche générale. Il y a des exigences en termes de niveau de couverture, de méthode d'agrégation, d'horizon de temps, et également des hypothèses retenues, pour ce qui est de l'estimation des données, également ce qui est retenu en termes de scénario, d'énergie-climat. Donc, hem 3e avancée, qui me paraît devoir, être soulignée, c'est que vraiment l'article 29 va introduire une véritable, prise en compte des facteurs ESG, dans les dispositifs de gestion des risques. Alors, dès 2022 avec la définition de processus d'identification, d'évaluation, de priorisation et de gestion des risques liés à la prise en compte des critères ESG, hein, et puis également de préciser la façon dont ils sont intégrés dans le cadre de gestion des,
dans la description des principaux risques qui sont pris en compte. Il y a notamment des éléments relatifs à la segmentation des risques climatiques entre risques physiques, risques de transition, risques contentieux, et puis les précisions à donner en termes de secteurs économiques et de zones géographiques concernées. Alors, sans être exhaustif, hein, je pense qu'il faut également souligner la volonté de demander un plan d'action qui vise à réduire l'exposition de l'entité. Donc, on n'est plus dans une logique où on se contente de publications d'informations statiques, mais on est bien dans une logique où on intègre des exigences en lien avec une démarche d'amélioration continue. Voilà. Quatrième et dernière avancée, l'élargissement du champ d'application. Et ça, c'est important parce que d'une part, on va avoir beaucoup plus de types d'acteurs et d'objets concernés. Et là, je crois que la logique qui est poursuivie, c'est d'assurer une meilleure cohérence vis-à-vis de SFDR en élargissant le périmètre d'application, notamment aux établissements de crédit d'une part, mais également aux entreprises d'investissement pour ce qui est de leur activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement. Ça, c'est pour les acteurs, et pour les objets concernés, aux entités financières et aux fonds, on va également ajouter les produits financiers d'investissement et les produits d'assurance. Deuxième élément qui contribue à cet élargissement du champ d'application, c'est que le seuil, parce que contrairement aux régulateurs européens, le régulateur français, en l'occurrence le Trésor français, n'a conservé qu'un seuil unique de 500 millions d'encours ou de bilan pour être assujetti à cette nouvelle réglementation. Si bien que, ça se traduit par le fait que la très grande majorité des sociétés de gestion françaises vont être assujettis à la réglementation, et que il y a 99% des encours sous gestion qui tomberont donc sous le périmètre de la loi énergie-climat. Dernier élément que j'ai également logé dans cette catégorie d'élargissement du périmètre, c'est le renforcement du principe dit de comply or explain, qui exige de la part des investisseurs qui affirment ne pas être en mesure de pouvoir donner toutes les informations, qui exige la publication d'un plan d'amélioration continue, notamment en identifiant clairement les axes d'amélioration de leur stratégie actuelle, et qui les décline en actions concrètes, et puis qui les positionne sur un calendrier de mise en œuvre. Voilà pour je dirais un premier aperçu général de cet article 29 de la loi énergie-climat. Je vous propose de faire deux focus. Le premier, alors, sur ce qui est attendu, parce que sur le reporting lui-même, parce qu'in fine, tout ça se traduit quand même par un reporting à produire. Donc, ça me paraît important de savoir ce qu'on a à produire et pour quand. Donc, comme je le disais, le décret vient apporter des précisions en termes de format de publication, et puis également en termes de contenu. Je le mentionnais un peu plus tôt, donc il y a un seuil donc d'applicabilité qui permet de 500 millions d'euros, qui permet justement aux plus petites entités de réaliser une déclaration qui est allégée. Ce qui est important de comprendre, c'est il faut distinguer trois volets. Il y a un premier volet qui est applicable à l'ensemble des entités assujetties à la réglementation. Il y a un deuxième volet qui est applicable aux entités qui disposent de plus de 500 millions d'euros de bilan ou d'encours. Et puis un troisième volet qui est applicable à ces mêmes entités, et le cas échéant également aux fonds, que ce soit des OPC ou des mandats qu'elles gèrent et dont l'encours est supérieur à 500 millions d'euros. Alors, avant de rentrer dans le détail du contenu, deux points. Le premier, c'est sur le calendrier, comme je le mentionnais à Sarah. Le reporting est attendu donc dès 2022, hein, donc sur l'exercice précédent, et il doit être publié dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. On a 2
reporting qui sont attendus. Il y a un reporting annuel dédié et il y a un reporting périodique spécifique qui est consacré donc au volet 3, donc au fonds de plus de 500 millions d'euros. En termes de format de publication, donc c'est à la fois sur le site internet d'une part, et puis il doit être également transmis aux autorités compétentes, donc en clair les superviseurs bancaires, et mis en ligne sur la plateforme de l'ADEME. Alors, si on en vient au fond et vraiment au contenu, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, vous le voyez, enfin ça apparaît assez bien sur la slide, il y a, on va dire, 3/4 du reporting qui est attendu déjà pour l'exercice 2021. Donc il y a une première partie sur la démarche générale, donc ça qui est attendu de la part de tous les acteurs, indépendamment du seuil, et dans lequel on va trouver la politique et la stratégie d'investissement d'une part, mais également la liste des produits et leur classification au sens SSDR, donc article 8, article 9. Également la part globale des encours sous gestion qui prennent en compte des critères ESG. Ça, c'est pour, je dirais, la première section. Si je détaille rapidement les autres, donc les moyens internes, bon, on voit bien ce que ça recouvre, hein, ce sont les ressources financières, techniques, humaines qui sont dédiées à l'ESG. Une précision utile, hein, c'est que c'est pareil, hein, c'est pas uniquement une vision statique, on veut également avoir une visibilité sur les actions de renforcement de ces capacités internes. Voilà. Concernant le troisième point sur la gouvernance, alors naturellement, on attend des éléments, des informations sur la connaissance, les compétences des instances de gouvernance, mais élément intéressant, il y a également, on attend des éléments sur l'inclusion des facteurs ESG dans les politiques de rémunération, d'une part, et également leur inclusion dans les règlements internes des conseils d'administration. Sur le quatrième élément, je passe un petit peu vite, c'est un sujet qui était très, très à la mode l'an dernier, hein, c'est sur tout ce qui touche les stratégies d'engagement actionnarial et de politique de vote en AG, avec non seulement une vision prospective, donc quelle est la stratégie, mais également apporter une vision sur le bilan de la mise en œuvre et un regard sur ce qui a été fait sur les années écoulées. Je saute le cinquième point qui sera seulement applicable en 2023. Sur le sixième item qui concerne l'alignement de l'accord de Paris, on en a déjà dit un mot, hein, précédemment. Donc il y a vraiment ces deux parties, hein, fixation d'objectifs quantitatifs, hein, à horizon 2030, révisable tous les 5 ans jusqu'à 2050. Et puis de nombreuses précisions méthodologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, je n'y reviens pas. Sur la partie biodiversité, je vais faire un petit focus sur la slide suivante, donc je le détaillerai. Et sur l'intégration des risques ESG, alors il y a une petite spécificité, c'est que il y a une partie qui est attendue dès cette année, hein, c'est la partie, on va dire, sur la définition des processus d'identification et de priorisation de gestion des risques. Et puis il y a la plus grande partie qui est renvoyée au reporting 2023 sur l'exercice 2022. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une partie très conséquente, hein, qui est attendue dès cette année, enfin dès juin 2022. Les parties qui sont renvoyées à l'année suivante concernent essentiellement des informations relatives à l'alignement avec la taxonomie et en fait les parts des encours dans les activités alignées avec la taxonomie d'une part, et puis également les parts des encours qui sont dans les entreprises qui sont actives dans les secteurs des combustibles fossiles. Et les deux autres items qui sont attendus pour 2023, ce sont tout le complément qui concerne l'intégration des risques ESG dans la gestion des risques, hein. Donc c'est les points que je mentionnais tout à l'heure, notamment sur la description des risques, la segmentation par type de risque, notamment, mais également la fréquence de la revue du cadre de gestion des risques, et puis le plan d'action que je mentionnais. Et dernier point, on va également trouver dans ce reporting 2023 tout ce qui concerne les mesures d'application
les mesures d'amélioration, pardon, et les actions correctrices à apporter pour améliorer justement ce reporting. Voilà, donc j'ai fait bon, c'était un petit peu long, mais je pense que c'était pas inutile je dirais, de détailler vraiment ce qui est attendu en termes de contenu dans ces reportings, et surtout de savoir, ce qui est attendu pour l'an prochain et ce sur quoi on peut prendre un peu plus de temps pour travailler. Pour terminer, je voulais vous proposer un deuxième focus sur la biodiversité parce que le fait est que c'est à mon sens l'une des avancées majeures de ce texte. Et également, ça va être un véritable enjeu pour les entreprises, notamment parce que il y a toute une problématique de dispo des données qui est sous-jacente. Alors, on le voit, les exigences en matière de biodiversité de l'article 29, elles sont sous-tendues par cette philosophie de double matérialité. Et donc, on va retrouver d'une part la stratégie d'alignement avec les objectifs liés à la biodiversité, hein, d'une part. Donc ça, c'est vraiment la partie inside out. Et puis l'autre volet, c'est les informations relatives à la prise en compte des risques de biodiversité dans le processus de gestion des risques. Si on rentre un petit peu dans le détail, hein, sur le premier volet, on voit bien que ce qui est attendu, c'est une mesure de l'alignement avec les objectifs de préservation de la biodiversité, notamment ceux qui sont définis dans le cadre des traités internationaux en vigueur. Hein, je pense à la Convention de la diversité biologique, mais également une analyse de la contribution à la réduction des pressions sur la biodiversité telles que définies par l'IPBES. Donc c'est les 5 items qui ont été définis. Donc c'est la pollution, le changement climatique, l'invasion des espèces, les espèces invasives, et puis voilà, l'exploitation des ressources biologiques, et puis un dernier, je crois que c'est l'utilisation des sols et de la mer. Voilà. Et dernier point, et qui fera écho à un excellent webinaire qui a eu lieu le 18 novembre dernier avec Antoine Vallier et Marianne Vincent, c'est donc le troisième point qui est attendu, donc c'est la mention du recours à un indicateur d'empreinte biodiversité. Et surtout la façon dont il est utilisé. On sait qu'il y a c'est un sujet qui est éminemment technique et complexe, avec des questions, il y a des vraies questions de métriques, de modèles. On avait discuté lors de ce webinaire justement des avantages comparés des modèles MSA versus Globio, ou enfin des métriques MSA Globio versus des modèles PDF Recipe. Il y a vraiment un chantier conséquent là-dessus. Et je terminerai juste par dire un mot, voilà, l'autre pan qui est vraiment la publication des risques liés à l'érosion de la biodiversité. Donc il y a vraiment une distinction claire qui est attendue entre les risques qui émanent des impacts causés par la stratégie d'investissement versus ceux qui émanent des dépendances à la biodiversité des actifs, avec la volonté de prendre en compte sur chacun des risques identifiés le périmètre de la chaîne de valeur retenue et les spécificités sectorielles et géographiques des actifs concernés. Voilà, pour vous faire je dirais un aperçu global de ce texte, avec deux focus qui me paraissent importants sur le reporting d'une part, et puis la biodiversité qui est quand même la grande nouveauté de ce texte. Merci beaucoup Guillaume, c'était effectivement très approfondi, je pense qu'on a tout le détail et il doit y avoir du monde qui prend des notes derrière, et rassurez-vous d'ailleurs, vous aurez les slides, vous pourrez profiter de toutes les infos fournies par Guillaume et qui sont sur les slides
dès la fin de cet échange. Avant de passer aux questions, on va peut-être parler d'un dernier sujet. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas encore parlé d'SFDR aujourd'hui. C'était un choix de notre part. Donc, je vais laisser la main à Yasmine pour nous parler rapidement d'SFDR, mais finalement, beaucoup de webinaires ont été faits sur le sujet, donc on était obligé de vous en parler un petit peu, mais on va essayer de ne pas trop se centraliser dessus. Et ensuite, on passera aux questions. Je vois qu'on en a déjà quelques-unes dans le chat. J'en ai aussi quelques-unes que j'ai reçues de mon côté, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser. À toi de jouer, Yasmine. Donc, comme il y a eu déjà un certain nombre de webinaires sur le règlement Disclosure, c'était simplement un petit rappel, notamment sur les RTS qui ont été publiés en octobre dernier. Donc, je vous rappelle que le règlement Disclosure, c'est quoi? C'est de l'information en matière de durabilité pour le client. Pour, en fait, qu'à terme, ils prennent des décisions en connaissance de cause. Qui est impacté? C'est tous les acteurs du marché financier, les conseillers financiers. Tout à l'heure, quand je parlais de MiFID, c'est grâce à ces reportings, puisqu'il y a un certain nombre de documents qui ont un standard à respecter. Grâce à ces reportings, les conseillers financiers pourront plus facilement donner de l'information également à leurs clients. À aujourd'hui, SFDR, c'est une réglementation qui rentre en vigueur en fait par phase. Donc, on a eu déjà un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'entité qui sont entrées en vigueur en mars dernier. En juin dernier, donc sur le site internet, vous pouvez déjà voir un certain nombre d'informations en matière de politique de risque de matière de durabilité, les incidences négatives en matière de durabilité, la rémunération vis-à-vis de tout ce qui est ESG. Donc, ça, c'est déjà disponible. Dans les prospectus, vous avez aussi ces informations. La RTS, les RTS de l'octobre dernier, ce qu'ils ont rajouté, c'est vraiment les formats des documents précontractuels et du rapport annuel qui vont devoir être ajoutés au prospectus pour le premier et puis publiés tous les ans pour le deuxième. Ce qui est bien dans ces rapports, c'est comme il y a un standard, c'est facile à lire et on sait ce qu'on doit reporter, comment le reporter. C'est des croix à cocher, des pourcentages, mais à chaque fois, il faudra bien expliquer ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, comment vous y êtes arrivé. Et une fois de plus, comply or explain, c'est un mot qu'on revoit dans quasiment toutes les réglementations en ce moment. C'est si vous n'avez pas été en mesure de calculer un indicateur, de donner une information, vous devez expliquer pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire. Et qu'est-ce que vous avez entamé comme action pour pouvoir le faire à l'avenir. Donc, ça, c'est la première chose en termes de documentation commerciale, documents précontractuels et rapports annuels. Ce qui est intéressant, et on a parfois été surprise avec Sarah sur certaines informations, c'est la définition de l'article 8 et 9. On vous demande maintenant très clairement, très précisément, pour l'article 8 et 9, le pourcentage d'alignement à la taxonomie, sachant qu'à aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a que 2 objectifs qui sont clairement définis. Les 4 autres, c'est en cours. Vous allez devoir donner votre alignement. Donc, si vous avez un objectif environnemental, ça va s'intégrer. Et vous pouvez quand même avoir un objectif environnemental sans être aligné. Donc ça, c'est la grosse information bien factuelle, bien visible au sens de SFDR grâce à ces documents. Ce qui permettra aux conseillers de faire ces diligences par rapport à l'article 8 et 9, comme on l'a dit tout à l'heure. J'y suis allée très vite, puisque je crois qu'on n'a plus que 7 minutes pour répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait une première question sur DDA. Je vais tout de suite répondre. Oui, DDA est aussi impacté dans le même sens que MiFID 2, puisque la gouvernance produit, il faudra la mettre à jour, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et tout ce qui est conseil vis-à-vis des produits d'assurance, ça rentrera aussi. Sachant que à partir de l'an prochain, il y a aussi la loi Pacte, hein, autant faire se peut. Donc, la loi Pacte qui va vous obliger à aussi proposer un produit labellisé, un labellisé ISR, un labellisé Finansol et un labellisé Greenfin. Donc, c'est
encore un maillon de plus à expliquer à vos clients que signifient en fait ces labels. Alors, on a de la chance, parfois vous aurez des articles 8 ou 9 qui seront labellisés, mais pas obligatoirement. Parfois, vous allez pouvoir faire une pièce de coup, mais pas toujours. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Merci beaucoup Yasmine, effectivement, on en remettait une petite couche pour terminer avec la loi Pacte. Et ça tombe bien, j'en ai une petite dernière pour la route qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui. C'est la question de la taxonomie pour les institutions financières qui sont soumises à la DPEF. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais effectivement, c'est aussi quelque chose qui se met en application, en tout cas très bientôt. Est-ce que Yasmine, ou peut-être Guillaume, comme vous préférez, a quelques mots à nous dire sur le sujet? Je laisse Guillaume répondre. On ne t'entend pas en fait. On n'a pas le micro. Alors, toujours pas Guillaume, on ne t'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. On voit les lèvres bouger, cela dit. Le temps, voilà. Voilà, c'est Le parfait, temps, on t'écoute. le temps de me démuter. Oui, donc ta question portait sur les entreprises financières et non financières qui sont soumises à la publication enfin, à la DPEF. Absolument. Ouais. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir, je dirais, deux cas de figure pour les entreprises non financières. On va avoir un reporting simplifié en 2022 sur l'exercice 2021 avec le pourcentage des activités éligibles, et puis un reporting complet à compter de 2023 donc qui sera sur l'exercice 2022 avec le pourcentage des activités alignées. Voilà, donc ça c'est pour les entreprises non financières, et puis pour les entreprises financières, on aura un reporting simplifié en 2022 sur les exercices précédents, donc avec le pourcentage des activités éligibles, et puis le reporting complet à compter de 2024. Merci beaucoup Guillaume. Et du coup, j'en profite, je te garde encore quelques instants, Yes. tant que ton micro est allumé. Ouais. On avait une question qui était pendant l'article 29, tu nous as parlé un petit peu du climat. Et on a Christophe qui nous dit, pour le climat, sur quelle base on peut aller? Et il nous parle des Science-Based Targets. Est-ce que ça peut être une bonne piste? Est-ce qu'il y en a d'autres? Que nous dit la réglementation? Et quelle bonne pratique tu conseillerais? Alors, sur sa question exactement, parce que je ne la vois pas, c'est... Alors, c'est à 12h34, on a quelle Ouais. base climat simplement, et en fait, il nous a posé la question au moment où tu nous expliquais, pour l'article 29, les obligations en matière d'alignement avec l'accord de Paris, de mesure des trajectoires bas carbone, etc. Il y a des bases, il y en a de nombreuses. J'ai pas de préconisation particulière à donner sur telle ou telle. Je sais En pas tout cas, si... aujourd'hui, le régulateur nous impose pas forcément un modèle plutôt qu'un autre, de ma compréhension, Non, en tout cas. justement, enfin, ça fait partie des alors c'est partie des éléments que j'ai pas évoqués, mais effectivement, le régulateur précise, enfin, donne des éléments sur les sources qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Mais il faudrait que je regarde plus en détail. Alors, tu pourras nous revenir dans ce cas-là, Ouais, bien sûr, effectivement, si ouais. tu en as, voilà, Mmh. 3 ou 4 qui peuvent être pertinentes. Bien sûr. Et voilà, il y en a pas une unique à ma connaissance, Non. mais effectivement, je peux pas en dire beaucoup plus non plus sur la question. On va peut-être enchaîner avec une question pour toi, Hugo, parce que je sais que tu passes pas mal de temps avec nos amis les data providers. Et on a une personne qui nous demande quels sont, à votre avis, les risques et les opportunités pour les data providers du fait de cette réglementation. Et je compléterai peut-être aussi, parce que j'ai quelques idées sur le sujet, mais à toi de jouer, Hugo. Ce qu'on peut voir, c'est que les opportunités, elles sont extrêmement importantes parce que la quasi-intégralité des asset managers vont s'équiper. Donc, je pense que, il y a un boulevard évident pour les fournisseurs de données. Après, ce qu'on voit, c'est que les asset managers font évidemment des études de couverture. C'est le premier travail à faire à 2 niveaux, et donc ça répond un peu à votre question, Noëlla, c'est-à-dire que
Ce qu'on nous demande, nous, c'est premier niveau de faire une étude de couverture émetteur et deuxième niveau, faire une couverture PAI. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des opportunités pour les fournisseurs, sauf que les fournisseurs de données ne sont pas prêts, puisqu'en fait, au niveau de la couverture émetteur, évidemment, on a des taux qui sont très intéressants, mais au niveau des PAI, c'est du gruyère. Et donc, oui, il y a des opportunités colossales. Maintenant, nous, ce qu'on peut observer avec nos fournisseurs partenaires, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts sur les PAI. Et ce qu'on peut aussi observer, c'est que les asset managers de taille restreinte, évidemment, ne prennent qu'un fournisseur, là où dépasser une dizaine de milliards sous gestion, on passe à 2 ou 3. Voilà. C'est un peu la synthèse que nous, on peut voir. Et puis, dernière chose, c'est que nos clients nous disent on n'est pas à l'aise avec des engagements pluriannuels. Nous, ce qu'on veut, c'est, on sait que ça va évoluer très vite, qu'il va y avoir une concurrence acharnée chez ces fournisseurs de données-là. Et donc, on veut en prendre un à une date claire, mais on veut avoir la capacité de le modifier si jamais notre univers change. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Je rajouterai un point, c'est Vas-y, Yasmine, bien sûr. Les providers ont une large couverture sur tout ce qui est large cap. Maintenant, pour les mid cap, small cap, il n'y a pas encore une proposition assez large qui permet de répondre à tout ce qui est private equity, etc. Donc là, oui, il y a un boulevard. Il y a un boulevard si une société commence à rentrer sur ce marché. Mais on ne le voit pas encore. Tout à fait, effectivement, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais effectivement partager le fait que voilà, il y a un vrai enjeu en termes de taille des émetteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'infos sur les grands, beaucoup moins sur les petites, et ça, c'est un vrai sujet. Le second aussi, c'est qu'on passe d'un univers de la notation à un univers de la donnée brute. Et je pense qu'il y a un vrai défi, effectivement, pour les fournisseurs de données sur le sujet, puisqu'ils avaient l'habitude d'avoir un certain nombre de données, de nous concevoir des notes par rapport à des standards. Et maintenant, on leur dit, laissez tomber les notes. Nous, ce qu'on veut, c'est les tonnes de CO2, on veut les tonnes de déchets. C'est extrêmement précis. Et aujourd'hui, ça génère chez eux énormément de boulot, tout simplement, pour aller chercher cette information, la mettre à disposition. C'est peut-être aussi demain pour eux une question d'aller améliorer leur dialogue avec les émetteurs directement. Et ça, c'est aussi un défi pour eux parce qu'on a beaucoup de fournisseurs qui, avant, ne se basaient que sur les données publiques. Sauf qu'aujourd'hui, les données ne sont pas forcément publiques. Donc, comment on fait pour les obtenir quand même? Parce que de l'autre côté, il y a une demande qui est extrêmement forte. Et ça donne du coup pas mal de boulot. Il y a un élément supplémentaire aussi qu'on a vu dans certains dossiers tous les deux, c'est qu'on participe, nous aussi, à l'évolution des offres des fournisseurs de données. Parce qu'en fait, comme on est le lien entre le fournisseur et le client, on s'aperçoit quand on fait les reports qu'il y a un certain nombre de données qui ne sont pas forcément là ou qu'il faut faire évoluer. Et donc, nous, on a énormément d'échanges avec les équipes de recherche des fournisseurs de données pour faire évoluer leurs offres. Et Guillaume, tu voulais peut-être dire un... Non, en fait, je voulais juste compléter le propos de Yasmine. C'est vrai que la couverture proposée par la data provider, elle est hétérogène pour ce qui est des classes d'actifs, ça c'est sûr, hein, que les actions des côtés sont mieux servies que d'autres types d'actifs, mais il y a également un vrai sujet sur la couverture géographique également. C'est-à-dire que on a du mal à trouver des données sur notamment sur les emerging markets plus que sur les marchés plus matures. Voilà. Donc c'est un deuxième élément où on a vraiment des data gaps importants. Merci beaucoup, Guillaume. On va peut-être passer à la question suivante. Je vais en coupler deux parce qu'elles se ressemblent. La première que j'avais, c'était à quel moment les PAI sont obligatoires sur les produits? Est-ce que si je suis article 8, je suis obligée de faire les PAI ou pas? Article 9, obligé ou pas? Et ça me permet de continuer avec la question suivante qui nous dit, une fois que j'ai fait ces fameux PAI, à quoi je les compare finalement? Est-ce que je les compare à mon benchmark? Est-ce qu'il y a des seuils pour chaque indicateur qui vont m'aider en fait à me repérer sur le marché? Qu'est-ce qu'on fait de ces fameux PAI maintenant qu'on a un an pour préparer le sujet? Alors, je vais amorcer la réponse et puis je laisserai Yasmine compléter. Pour moi, justement, c'est la différence entre SFDR et MiFID, c'est que un article classé 8 au sens de SFDR, on n'a pas la nécessité de produire
de produire ces incidences négatives. En fait, c'est pour ça. Le nœud du problème aujourd'hui, il est que cette catégorie 8, elle est très ouverte et que c'est assez flou finalement parce que les produits qu'on peut loger dans cette catégorie, à partir du moment où on estime qu'ils promeuvent au sens large les caractéristiques ESG, voilà, c'est pas plus contraignant que ça. Donc on peut avoir un produit article 8 sans PAI. Et moi, je rajouterais qu'en plus, promouvoir au sens de l'AMF et d'une autre autorité de tutelle, CSF ou autre, n'ont pas non plus la même définition. La France, pour promouvoir, on est beaucoup plus exigeant que d'autres. Donc, en termes de comparabilité, ça se complexifie pour les personnes qui vont donner du conseil. PAI, alors là, c'est assez clair, puisque dans SFDR, on peut être article 8 sans avoir de PAI. Mais on ne pourra pas le vendre tel qu'un produit durable au sens de MiFID II. Maintenant, quand on a déjà obtenu ces PAI, alors on est très content, parce que comme l'a dit Hugo à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, l'information sur ces PAI, elle est quand même assez éparse. On a du mal à récupérer l'ensemble des informations, parce que dans les PAI, il y en a 14 qui sont obligatoires. Donc, c'est pas évident pour l'ensemble de ces encours, l'ensemble de ces émetteurs d'avoir ces informations. Une fois qu'on veut le comparer à quoi ça va dépendre en fait, parce que selon votre investissement, il y aura peut-être un PAI qui est plus important, qui aura plus d'impact qu'un autre. Donc, il n'y a pas vraiment de benchmark aujourd'hui, en tout cas, j'en ai pas connaissance d'un benchmark par rapport à un investissement, puisque c'est vraiment lié à l'investissement. Merci beaucoup Yasmine, c'est parfait. Effectivement, du coup, on n'a peut-être pas parlé de l'article 9, on a parlé de cette originalité sur l'article 8 qui fait que si pas de PAI, difficile côté MiFID, mais PAI pas obligatoire. Et sur l'article 9 alors? Guillaume, peut-être, je vois que ton micro est ouvert. Oui, mon micro est ouvert. Non, mais je pense que sur l'article 9, il y a moins de sujets et moins de débats. Enfin, c'est beaucoup plus restrictif et contraignant. Après, moi, ce qui me frappe, et j'ai eu l'occasion d'en faire le constat lors de réunions réunissant diverses sociétés de gestion, c'est que comme on est face à une auto-classification, libre à chacun d'interpréter et de juger si ces produits peuvent être classés article 8, article 9. Et moi, je constate des grandes divergences entre des sociétés de gestion, et ça laisse... je pense qu'il y a un moment ou un autre, entre guillemets, pour parler de façon un peu triviale, ils se feront rattraper par la patrouille, et je pense qu'il y a un vrai risque réputationnel à anticiper, à trop vouloir classifier ces fonds en article 9, parce que c'est quand même ça la tentation qui existe, c'est d'en faire entre guillemets une certification, enfin de l'utiliser un peu comme un label, alors que ça n'en est pas un. Précisément, il n'y a pas de certification par un tiers. Merci beaucoup. Et pour l'article 9, en effet, la question pour PAI, je dirais, est moins problématique, parce qu'il y a les DNSH. Et au sens, si on a un DNSH avec un fonds où un objectif environnemental est aligné à taxonomie, il faudra prendre les DNSH définis par la taxonomie. Par contre, pour les activités non alignées à la taxonomie, en fait, c'est les PAI. Donc, vous aurez de toute façon des PAI et les DNSH dans un fonds article 9. Absolument. Peut-être une dernière question. Comme toujours, on est en retard, mais nos participants sont quasiment habitués. On termine toujours vers 13h15. Donc, allez, une dernière pour la route. Guillaume, tu nous as parlé tout à l'heure d'une nuance à faire entre le reporting périodique et le reporting annuel de l'article 29. Si je suis
au niveau de l'entité avec un reporting annuel ou bien au niveau du produit avec un reporting dit périodique. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a quoi dans mon reporting périodique si je suis au niveau du fond? Alors, justement, c'est ce que j'ai essayé de clarifier dans l'une des slides qui était dans lequel je détaillais le contenu. On a donc dans les 9 sections qui composent le reporting de l'article 9, on a 4 sections qui sont des sections qui vont être applicables uniquement qui vont être uniquement applicables aux fonds supérieurs à 500 millions d'euros. Donc, on va retrouver dans ce reporting périodique, je dirais les items 6 à 9. Donc sur la stratégie d'alignement de l'accord de Paris, des stratégies d'alignement sur la biodiversité, et puis l'intégration des risques ESG et la mesure d'amélioration et le plan d'amélioration et les actions concrètes. Voilà, c'est ça en fait qui va distinguer fondamentalement le contenu du rapport périodique qui est attendu de la part des fonds qui sont au-delà de ce seuil par rapport au rapport annuel dédié qui est au niveau de l'entité et qui, lui, dans la mesure où elle est éligible, va comprendre les 9 sections. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, tout va bien. J'espère que pour nos participants aussi. Écoutez, merci à tous. Je vais peut-être, Hugo, te laisser le mot de la fin, puisque voilà, 13h11, on va vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Il y avait plein d'informations. On n'hésitera pas, bien entendu, à vous envoyer le support pour que vous puissiez garder quelques souvenirs. Merci à nos participants. Comme toujours, on a passé un très bon moment. Et puis, d'un autre côté, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement à la rentrée. Et entre-temps, bon repos, bonne fête à tous. Et Hugo, si tu veux me dire un dernier mot. Sarah, est-ce que on a prévu le thème de celui de janvier? C'est encore en discussion, donc je ne dis rien, mais rassurez-vous, on se donnera rendez-vous logiquement le troisième jeudi de janvier à midi, comme à chaque fois, pour en parler. Je prends une dernière question à la volée sur le seuil. Non, mais je viens de la voir et donc c'est une question de Niels. Je l'ai perdu là. Enfin, elle pose la question sur les mandats de gestion. Savoir si ça s'applique aussi aux mandats de gestion. La réponse est oui. Il faut comprendre dans fond, il faut comprendre OPC et mandat de gestion. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Et du coup, effectivement, donc, pas d'annonce pour l'instant du prochain programme, mais rassurez-vous, on vous prépare plein de choses pour le premier trimestre 2022. Dans l'intervalle, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vos proches, prenez bien soin de vous. Et rendez-vous en 2022 pour commencer à mettre en œuvre toutes ces réglementations. Pour de nouvelles aventures, non, et merci beaucoup à vous de nous suivre. C'est vraiment un plaisir d'organiser ces webinaires et de le faire chaque mois. Et on a bien l'intention de continuer l'année prochaine et possiblement l'intensifier avec a priori aussi des surprises sur les invités. Voilà. On vous en dira plus en janvier parce qu'on est en train de finaliser ça. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis faites attention. Si vous êtes à contact, bon courage et faites attention à vous surtout. Bonne fête. Merci beaucoup. Très bonne fête. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.